Durant cette période de confinement, une partie de notre cerveau est fortement stimulée, elle s'appelle l'aire tegmentale ventrale. C'est étonnant parce que dans des expériences, on a constaté que cette zone s'active aussi bien quand on a été privé de contact social pendant une journée que quand on a été totalement privé de nourriture. Autrement dit, le confinement, la privation de contact social est une forme de jeûne, mais c'est pas une jeûne de nourriture, c'est un jeûne social. L'être humain ne pouvait se nourrir dans des situations hostiles pendant la période paléolithique que en chassant en groupe et en coopérant. Donc uniquement les cerveaux dotés d'une envie de coopérer étaient avantagés pour survivre, ce qui explique que ce moteur du désir dans notre aire tegmentale ventrale aujourd'hui s'allume en situation de confinement, elle crie à l'aide, elle demande de la coopération et de la socialisation. Ça signifie que les rapports sociaux sont essentiels à notre survie et ça depuis très très longtemps, ça s'est gravé dans nos neurones, on en a absolument besoin. Et donc on va mobiliser cette partie de notre cerveau qui crée un désir, ça va créer un désir de tout ce qui nous a aidé à survivre, manger, coopérer aussi évidemment. Et donc si on est privé de contact social, le risque c'est de se rabattre vers de la nourriture ou de la consommation compulsive, addictive de nourriture, c'est un risque en confinement, voire la consommation d'autres substances, voire de drogue. Ceux qui ont la malchance d'être confinés seuls se plaignent justement de ne plus voir un visage réel, de ne plus entendre une voix réelle. Il y a quelque chose qui passe par la présence en chair et en os d'une personne qui n'est pas remplacée par le numérique, et il y a un aspect crucial de ce point de vue-là qui est le toucher, puisqu'on sait que la souffrance liée à la solitude est très bien compensée par un contact physique. Quelqu'un qui vous serre l'avant-bras, la main, qui passe une main sur votre épaule, qui vous serre dans ses bras. Il y a énormément d'expériences qui ont montré que ça fait reculer le sentiment d'angoisse, et même dans certaines expériences, la douleur physique. Des expériences montrent par exemple que si vous êtes soumis à des électrochocs et que vous avez la possibilité de tenir la main d'une personne qui vous est chère, la perception de la douleur diminue. Dans cette situation de confinement, on ne peut pas satisfaire les désirs de base de notre cerveau, notamment au niveau de la socialisation. Mais aussi, on ne peut pas aller acheter tout ce qu'on veut dans le commerce comme on est habitué à le faire. On ne peut pas bouger librement, on ne peut pas voyager. Donc pour ça, il faut quelque part brider ces désirs profonds de notre cerveau. Et pour brider cette activité du désir de base, il faut utiliser une partie plus évoluée de notre cerveau, où siège la volonté, le contrôle de soi, et ça s'appelle le cortex préfrontal. Donc en cette période de confinement, pour se forcer à aller contre nos désirs spontanés, on fait fonctionner à plein régime notre cortex préfrontal, et on est obligé évidemment de consommer beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Il y a un risque, à force de lutter par la force de la volonté et du cortex préfrontal contre l'aire tegmentale ventrale, d'avoir des effets rebonds. C'est-à-dire au bout d'un moment que la force de la volonté s'épuise et qu'on craque et que finalement on donne libre cours à ces désirs qui utilisent une molécule qui s'appelle la dopamine, qui nous donne du plaisir, et qu'à ce moment-là, par exemple, on se jette en faisant des orgies de séries télévisées ou en mangeant beaucoup trop de nourriture grasse et salée. Ça, c'est un risque. En revanche, il y a aussi un aspect positif, c'est qu'en faisant fonctionner notre cortex préfrontal régulièrement de cette façon, il se muscle, il se développe, il retrouve une capacité quand même d'autocontrôle qui peut-être a été sous-exploitée dans un monde où on pouvait un peu satisfaire nos désirs librement. Un des aspects qui sont les plus difficiles à vivre aujourd'hui, c'est l'incertitude sur l'avenir, le fait de ne pas savoir combien de temps cette situation va durer, de ne pas savoir si l'épidémie sera surmontée, de ne pas savoir si nos proches seront touchés. L'incertitude est quelque chose de très difficilement gérable par le système nerveux humain. L'être humain est fait, et il est même câblé pour essayer de maîtriser son environnement. C'est un peu ce qui a fait le drame de notre civilisation, c'est qu'on a tout maîtrisé au point de tout contrôler et d'abîmer la nature, et de trop consommer, et d'arriver à une société qui est très vulnérable aux épidémies par exemple. Nous aimons savoir ce qui va arriver et le contrôler. Et là, nous ne contrôlons plus. Nous avons une sorte de blessure, de faille à notre délire de toute puissance, et d'un seul coup, on se sent désarmé. Cette incertitude est difficile à gérer, nous ne sommes pas faits pour ça. L'incertitude libère des hormones du stress, elle crée une angoisse, elle crée parfois une angoisse existentielle, et face à ça, nous sommes équipés différemment, selon notre tempérament. Il y a des personnes qui tolèrent très bien l'incertitude, qui peuvent admettre de ne pas savoir de quoi demain sera fait, et ces personnes, alors, parfois sont dans un excès d'insouciance, on va les retrouver aussi dans les parcs, ou en train de nier le fait qu'on est face à une situation quand même très critique,
Et puis de l'autre côté, vous avez des personnes qui ne tolèrent aucun niveau d'incertitude, qui veulent tout contrôler. Et ceux-là, ce sont ceux qui vont se jeter sur les pattes et les papiers toilettes à la première alerte.